À 30 ans et des poussières, cette championne de tennis vient de réaliser une de ses meilleures années sur le circuit. Si sa hargne est vivace sur le court, elle devra faire montre d'encore un peu de patience pour se consacrer pleinement à sa nouvelle vie d'écrivaine. Alizé Cornet est en aparté. Il faut pousser. Oui, il faut pousser, Ali. Oui, Alizé, il faut pousser. Oh. Bienvenue. Bonsoir, Alizé Cornet. Bonsoir, accueil avec du Mozart. Eh oui, vous avez reconnu, Oh là bien là. entendu. Oui, c'est pas si fréquent, c'est même très singulier qu'on accueille un invité en musique et de surcroît avec de la musique classique. Vous avez reconnu d'emblée parce que vous savez presque aussi bien manier le piano que la raquette. Ouais, non, le piano, j'ai arrêté il y a quand même un petit moment, mais en fait, on m'a dit que je serais ici chez moi et je suis en train de me dire que j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit chez moi, en fait. C'est vrai? Ouais, là, j'ai un coup de cœur énorme. Est-ce que l'appartement est à vendre? Alors Je l'achète écoutez, tout de suite. il y a déjà une petite liste d'attente, hein. Je vais pas vous raconter J'imagine. d'histoire. J'imagine. Oui, on avait envie d'entendre le 21e concerto pour piano de Mozart parce que vous l'avez joué. Vous avez failli rentrer au conservatoire, hein. Oui, alors ce concerto-là, je suis pas sûre de l'avoir joué. Parce que j'avais un bon niveau, mais de là à jouer ce concerto, je pense pas. Je jouais un peu de Bach et de choses comme ça, mais oui, effectivement, j'ai failli rentrer au conservatoire et j'ai dû faire un choix entre le tennis et le piano. En plus, je jouais aussi au basket par-dessus, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Et j'ai choisi le tennis, évidemment. Et vous avez bien Et fait. je choisis encore le tennis Exactement. avant tout. Et effectivement, vous choisissez encore le tennis et vous avez été bien inspiré parce que, évidemment, il y a une carrière qu'on va raconter. 63 tournois du Grand Chelem, quand même consécutifs, hein, à votre actif. Et puis, vous vous régalez depuis des mois. Ouais, je me régale. C'est complètement inattendu. En fait, c'était même censé être ma dernière année. Et je pense que c'est ça qui m'a fait du bien. C'est juste de lâcher prise un petit peu sur le résultat et sur ce qui pouvait m'arriver sur un cours de tennis, puisque c'était censé être la fin de toute façon. Ce qui est fou, Ouais. c'est à se dire qu'à un moment, quand on prend la plume, parce que vous êtes aussi écrivaine, on va y venir dans un instant, et donc quand vous vous concentrez sur un autre bébé, voilà, La valse des jours aux Ouais. éditions Flammarion, Il est beau vous allez comme me ça. raconter la genèse dans un petit instant. Voilà, vous êtes prise dans une autre activité, dans une autre vision, et là, sur le terrain, vous vous déployez plus encore. Ouais. C'est vrai que l'écriture m'a fait beaucoup de bien dans ma vie de joueuse. Ça m'a fait prendre du recul. Ça m'a fait me projeter aussi sur l'après-carrière et sur le fait qu'une reconversion n'avait pas forcément à être effrayante. Et même si ça va laisser un grand vide, évidemment, quand je vais arrêter le tennis, je suis prête à la petite dépression qui va s'en suivre et tout ça. Mais le fait d'avoir une autre grande passion comme ça à mes côtés, en la personne de l'écriture et de mon stylo, du coup, ça me rassure. Je vais aller voir le petit. Oui, vous pouvez, vous êtes chez vous, effectivement, profitez-en. Il y a les rituels sur le terrain, enfin rituels ou mantras ou phrases fortes. Je crois qu'il y a par exemple des mots que vous dites, je ne sais pas si vous les dites en hurlant, en criant ou si c'est plus intérieur, mais il y a des choses que vous prononcez régulièrement, n'est-ce pas? Sur le terrain? Ouais. Oui, plutôt des messages d'encouragement quand même, hein. J'essaye de ne plus trop m'auto-flageller comme je le faisais à l'époque. Maintenant, c'est plutôt des messages positifs que je m'envoie, des mots d'encouragement, va chercher ton match. J'aime bien m'encourager en espagnol, donc je dis beaucoup vamos. Peut-être pour m'identifier à Rafael Nadal, je sais pas, qui est pour moi le plus grand guerrier sur cette planète. Qui est devenu Et, un hashtag d'ailleurs, hein, votre vamos à vous. Hein. Oui, le vamos que certaines joueuses n'ont pas l'air d'apprécier, mais moi, ça me fait du bien. Et voilà, maintenant, j'essaie vraiment de garder un discours positif, même si parfois j'ai envie de râler, j'ai envie d'exprimer mon mécontentement, mais je garde un petit peu plus pour moi. Et voilà, j'ai beaucoup progressé de ce côté-là dans mon attitude, donc j'en suis très fière parce que c'était un énorme chantier. Eh oui, il y a Ouais. la méditation qui est rentrée dans votre vie, je crois, il y a 4 ans à peu près. Ça vous a aidé? Vous Ouais. avez le sentiment que ça vous a permis de vous apaiser? Oui, d'ailleurs, je viens de voir le livre de Jonathan Lehmann dans la bibliothèque, donc ça me fait super plaisir parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé la méditation. Et je l'en remercierai jamais assez parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et du coup, cette pratique régulière de la méditation, ça a permis vraiment de m'apaiser, d'être plus recentrée dans le moment présent. Et j'en avais vraiment besoin sur le court et en dehors. Vous avez quand même failli arrêter plusieurs fois ou pas? J'ai failli arrêter beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois. J'ai failli arrêter quand j'avais 19-20 ans. J'ai failli arrêter à 26 ans. J'ai failli arrêter encore en début d'année dernière.
Mais au final, l'amour du jeu, il a toujours été plus fort que tout. Vous n'êtes pas loin du comptoir, alors je vous invite un peu plus près encore de Nice. Vous Oh pouvez là vous là, il y installer. a tellement de choses que j'ai envie de regarder là, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a du chocolat et tout. C'est le rêve, ça partout. Tout est à disposition. Regardez la chaise haute si vous voulez vous asseoir derrière vous au Ah niveau du oui. comptoir, avec cette vue magnifique, La promenade des Anglais. bien sûr. Ah oui. Votre ville de cœur, vous y avez grandi, vous Ah y là avez là. appris le tennis. Il y a même une piste à la dire. Écoutez, on fait les choses bien. Excellent. Ah oui, elles sont très bonnes d'ailleurs. Vous pourrez goûter évidemment quand vous en aurez envie. Euh, Vous avez expliqué avoir vécu cette année une rupture amoureuse douloureuse, Alizée, vous l'avez dit, sans fausse pudeur, très sincèrement, très humblement. Ça aussi, ça permet de lâcher prise en quelque sorte. Il y a des douleurs, en fait, il y a une sorte de hiérarchie de douleurs. Mais c'est exactement ça. J'aurais pas pu mieux le dire, en fait. Non, mais vraiment, en fait, c'est le concept de défaite, de victoire et de défaite, en fait, a semblé complètement dérisoire, j'ai envie de dire, à côté de cette rupture amoureuse, qui m'a pris toute mon énergie, qui m'a pris tout mon chagrin, finalement, et qui m'a fait vachement relativiser les défaites. Avant, je perdais un match, j'étais pas bien pendant 24-48 heures, je ressassais, j'y pensais, c'était des moments vraiment très douloureux. Et là, après avoir vécu ça, après avoir vécu une douleur Une émotionnelle déchirure, pareille, ouais. là, du coup, la défaite, ça me paraissait vraiment rien du tout. J'ai évacué en 1 heure. Et en fait, le fait de ne plus avoir peur de perdre un match, ça m'a fait beaucoup mieux jouer. Parce qu'au final, j'y pensais sur le court, c'est ce qui me faisait parfois jouer petit bras, c'était cette peur de la défaite, cette peur de cette émotion négative qui pouvait parfois rester avec moi pendant 24-48 heures. Et là, en fait, comme je m'en étais débarrassée, puisque la seule douleur qui restait, c'était ma rupture, et ben, j'ai joué beaucoup plus libérée. Et aussi, il y avait autre chose qui du coup, m'a aidée, entre guillemets, même si c'est difficile de parler comme ça, mais c'était que le cours était devenu un exutoire, en fait. J'étais tellement mal en dehors, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement fait d'insomnie, qu'au final, quand j'étais sur le terrain et que je ne pensais qu'à taper dans la balle, c'était devenu ma bulle et mon exutoire où je me sentais le mieux. Et donc le tennis m'a sauvée en quelque sorte, un petit peu. Comment va votre cœur alors aujourd'hui, Alizée? Un peu mieux, c'est bon, ça avance doucement. Il faut du temps. Moi qui suis pas très patiente, c'est un peu un concept difficile, mais là ça va mieux. J'ai réussi à me retourner un peu sur toute cette saison qui a quand même été complètement folle, qui a été au-delà de mes attentes du côté tennistique. Et puis mon cœur s'est un petit peu apaisé, s'est un peu soigné. Voilà, et puis là, je suis prête à avancer peut-être sur un nouveau chapitre, on verra. Ça fait trop la célibataire qui envoie des messages. Ça veut dire que vous pensez aussi, j'imagine, vous êtes une jeune femme, vous pensez aussi à la transmission, à la notion de famille. Alors, pour l'instant, c'est difficile pour moi pendant que je suis en carrière parce que j'ai un peu de mal à me projeter dans ma vie après le tennis et dans une vie potentiellement de maman. Ouais, ça c'est quelque chose qui est très bizarre pour moi à imaginer. En plus, j'ai une vie tellement à 1000 à l'heure où je suis très indépendante et c'est vrai que j'ai une liberté incroyable, à part le tennis qui me met un petit peu les menottes, mais sinon je suis quand même très libre et voilà, je suis un électron libre. Donc c'est difficile pour moi de m'imaginer maman, élever un enfant que je vais mettre au-dessus de tout, au-dessus de mes propres besoins. Je ne suis pas contre l'expérience, mais il faut quand même que j'y réfléchisse parce que pour moi, la maternité, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc j'ai vraiment envie de le faire parce que je l'ai décidé et pas parce que la société me l'a dicté. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes en ce moment à se révéler sur ce sujet-là qui est très, très important. Alors, la famille, je ne pouvais pas ne pas faire le lien, bien sûr, parce que c'est l'objet aussi de votre livre, La valse des jours. Je vous en prie, ce premier roman, il est important pour vous parce qu'il parle aussi des souvenirs de votre maman qu'elle vous a raconté, Patricia. Ouais. Elle vous a poussé même à envoyer vos textes à des éditeurs, votre manuscrit. C'est l'histoire de 3 femmes à Nice dans les années 60-70, une mère et ses 2 filles, qui cherchent leur place en quelque sorte hein, face à une vie compliquée, avec des accros. Notamment l'alcoolisme, la violence de votre grand-père, une histoire personnelle, car c'est l'histoire de votre maman, sa sœur, donc votre tante, et votre grand-mère. Évidemment, on se dit une histoire vraie, quand on est une personne connue, il y a des choses qu'on modifie, qu'on module Oui, pour oui, tout à préserver ses fait. proches. Oui, c'est inspiré de leur vie, mais c'est pas complètement fidèle non plus. Je voulais vraiment pas heurter la pudeur de ma maman, qui est quelqu'un de très pudique, donc je pense qu'elle aurait pas aimé, même si à la base c'était un cadeau que pour elle.
elle n'aurait pas aimé finalement lire la biographie de sa vie. Et ça, je le savais. Donc, j'ai vraiment pris mes libertés, j'ai vraiment laissé parler mon imagination, ma créativité. Et voilà, j'ai pris mes aises dans ce roman où j'ai vraiment suivi une trame qui est réelle, avec effectivement l'alcool dans le ménage, dans la famille, en la personne de mon grand-père, les violences domestiques, le fait que ma grand-mère, ma tante et ma mère ont essayé de s'émanciper finalement de cette violence-là. Le parcours un peu de ma grand-mère qui est quand même assez fidèle. Mais après, tout le reste, voilà, il y a plein de personnages que j'ai inventés, plein de situations où je me suis juste laissée aller. Et c'était un exercice très agréable. Et en plus, j'avais vraiment l'impression de leur rendre hommage à toutes les deux, à toutes les trois. Mais surtout à ma grand-mère, en fait, qui est décédée en 2014. Et j'avais l'impression de les retrouver, en fait, toutes les trois à travers ce livre. Et j'ai pris énormément de plaisir. Même si l'histoire n'est pas toujours joyeuse, c'est la morale de ce livre, de ce roman. D'ailleurs, je l'ai mis en citation au début, mais c'est comment rebondir, en fait, après des difficultés, comment rebondir après des coups durs. Et moi, c'est marrant parce que c'est la valeur que je défends, alors sur, on va dire, à un stade un petit peu moins important parce que ça reste du sport, mais c'est quand même une valeur que je défends, moi, le fait de rebondir après un coup dur. Et dans le sport, c'est super important de se remettre en selle le plus rapidement possible. Elles l'ont fait dans la vie. Elles ont fait preuve d'un courage et d'une résilience hors du commun. Et je suis très fière que ces femmes-là fassent partie de ma famille et qu'elles m'aient transmises finalement ces valeurs-là. Vos héroïnes, évidemment. Je vous invite au fauteuil, celui qui est très douillet, vous voyez, il est gris, il est tout près de la mer, il est trop près de la Méditerranée. Non, mais je prends mon bout de chocolat, là. La télécommande avec un bouton central. Ok, le bouton central. On fait un peu machine arrière. Allez. Et toi Manon Paulin, est-ce qu'elle aurait un violon d'Ingres, Manon Paulin? Oui, mais j'hésite. Je crois que c'est le roller. Oui, c'est ça, le roller. N'importe quoi. Non, pour toi, c'est le tennis. Le tennis, c'est pas une distraction, c'est un sport. Bah, un sport, c'est pas une distraction? Oui. Bon, allez, fermez vos cahiers, va. Alors aujourd'hui, on va apprendre à se connaître, d'accord? Le roller. C'est ça, vous êtes super mignonne. Il y aurait pu y avoir aussi ça comme reconversion, après tout. Toujours est-il que là, on est en 2001, il y a une vingtaine d'années, première apparition à la télé dans l'Instit avec Gérard Klein. Vous jouez une jeune prodige du tennis poussée par un père tortionnaire qui rêve d'en faire une championne. Il y a eu des exemples comme ça a existé, oui, véritablement, ça existe. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce format de famille, n'est-ce pas? Ah, tout l'opposé, en fait. Pour moi, c'était un vrai rôle à jouer, puisque mes parents m'ont jamais poussé à quoi que ce soit. C'est plutôt moi qui les ai poussés à me suivre sur ce chemin de vie incroyable. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont toujours été à l'écoute, ils ont toujours été partants, ils ont cru en moi. Et finalement, je les ai embarqués comme ça dans ma passion, dans cette avidité que j'avais quand j'étais plus jeune, de jouer tout le temps, de gagner si possible. Mais c'est vrai que là, pour moi, c'était de la science-fiction. Le fait qu'un parent pousse son enfant comme ça jusqu'à l'extrême à devenir un champion, c'était pas du tout mon histoire. Mais encore une fois, malheureusement, dans le sport et surtout dans le tennis, où il y a beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est très courant et c'est un fléau qu'on ne sait pas vraiment endiguer, en fait. Est-ce que vous sentez rapidement l'intérêt qu'on vous porte? Parce que votre papa, Francis, c'est ça? Ouais. Technico-commercial, maman Patricia est agent immobilier, elle travaille ensuite dans une école maternelle. Vous allez au club pour accompagner votre frère, il a 12 ans de plus que vous. Et vous avez à peine 4 ans, en fait, quand vous commencez à jouer. Vous sentez effectivement qu'il y a une curiosité à votre égard? Vous êtes vachement bien renseigné quand même. C'est quoi ce métier de détective là que vous avez? Je sais que c'est le concept de l'émission, mais du coup, c'était quoi la question? Je me demandais si vous sentez assez rapidement qu'il y a un intérêt pour vous, Oui, parce que je me démarque quand même assez rapidement lors de mes premiers tournois quand j'avais 8 ans. Je commence à battre les meilleurs de ligue d'un an de plus. Et là, j'assiste à mes premiers rassemblements de ligue de la Ligue Côte d'Azur. Ma ligue de cœur, pardon, au micro.
Et du coup, là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait ouais, un petit intérêt pour ce que je faisais, même si j'avais une technique très approximative et tout ça. J'avais des qualités physiques et en fait, et une sorte de grinta, une sorte de volonté, je pense, qui se démarquait du lot. Et puis après, j'ai continué finalement à faire mes preuves, à bien jouer. À 11 ans, je gagnais les championnats de France. 12 ans, je gagnais des championnats, enfin, des compétitions internationales. Et puis ça s'est enchaîné très, très vite. À 15 ans, j'étais à Roland-Garros. Donc en fait, ça a été Alors exponentiel. effectivement, ça va très vite. Et regardez, si vous voulez bien, en appuyant sur le bouton. Regardez en tête ça, Alizé, que Je passais mon bac français cette tout ce année-là. que tu pouvais et que le public te remercie de cette belle prestation. Ouais, ah oui. Et voilà comment elle sauve de façon Tellement rôti, en une balle de match. Vous êtes à Roland-Garros, là. Eh oui, évidemment, stade mythique, 2005. Vous avez juste 15 ans, vous êtes un bébé, en fait. 645e joueuse mondiale, vous venez de passer le premier tour. Et la France vous découvre face à celle qui est un peu votre idole, Amélie Mauresmo, 3e joueuse mondiale. Bon, le score, il est ce qu'il est. Mais c'est pas grave. Vous, vous en sortez, vous faites remarquer. Et puis, vous aviez son poster dans votre chambre. Qu'est-ce que ça fait, ce jour-là, d'en être là? Quelle saveur ça a de jouer face à son idole? Quelle expérience fantastique. Et là, quand je regarde ces images avec un peu de recul, je me dis que j'avais 15 ans. Ça veut dire que j'étais à peine plus âgée que ma nièce, qui a 14 ans et demi. Et je me dis, j'étais sur le Suzanne Lenglen de Roland-Garros à jouer contre la 3e joueuse mondiale. Mais en fait, à cette époque-là, je réalisais pas ça. Je réalisais pas cette précocité. Moi, je suis rentrée sur le court contre Amélie. Alors oui, j'étais impressionnée. J'admirais énormément Amélie. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais j'avais envie de la battre. J'étais pas là pour faire de la figuration. Et c'est là où je me disais, j'étais quand même bizarrement foutue dans la tête parce que j'avais aucun doute que j'avais mes chances. Donc c'était cette insouciance, cette fraîcheur qui m'a portée très très loin. Mais effectivement, là, elle a remis quand même les pendules à l'heure. Et j'ai vu le chemin qui me restait à faire. Mais ça m'a pas du tout découragée. Au contraire, ça m'a motivée. Alors, c'est marrant, ça, chez vous, Alizé, parce que le mental, à 15 ans, effectivement, vous l'avez. Vous entrez sur le terrain, vous sentez que vous pouvez, et vous vous dites même que vous pouvez la battre. Et puis après, on a l'impression que ce mental-là, il a quelques failles, parfois. Ouais, je pense que la réalité m'a un peu rattrapée. Quand je suis arrivée 11e mondiale à même pas 19 ans, enfin j'avais tout juste 19 ans, en 2009, j'ai été peut-être un peu rattrapée par plein de choses, en fait, par cette ascension vertigineuse, le fait que mentalement, j'étais peut-être pas complètement prête à ce succès-là aussitôt. Et puis après, il y a eu quelques blessures et d'un coup, j'ai tout un peu remis en question. Et j'ai commencé à énormément cogiter sur ce que j'avais envie de faire, sur mon rapport à la défaite aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais ça a été quelque chose vraiment de limite traumatisant pour moi dans ma vie. Je ne supportais pas perdre, en fait. Pour moi, c'était un drame à chaque fois. Et en fait, on ne peut pas bien jouer au tennis si on a cette peur viscérale de la défaite. Et voilà, c'est un peu la contrebalance de finalement d'être très très forte, très jeune. C'est qu'on ne prend pas l'habitude de perdre suffisamment. Et puis après, quand ça arrive, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment je gère ça? Et ça, je l'ai très mal géré. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à revoir un peu à la baisse mes attentes, mes ambitions. Mais toujours en détestant la défaite, donc du coup, ça fonctionnait pas du tout. Mais heureusement, je me suis quand même bien reprise en main vers 22 ans. Je suis montée m'entraîner à Paris. J'ai retrouvé une structure correcte. Et finalement, à 24 ans, je suis remontée dans les 20. Donc ça a été une belle revanche. Vous voulez bien appuyer sur le bouton? Bien sûr. Là, c'est des émotions fortes. Hein. Ça, oui, effectivement. C'est ce que j'allais dire. On a aussi, nous, les frissons qui vont bien. On est en 2014, votre victoire au 3e tour de Wimbledon face à la numéro 1 mondiale, Serena Williams. Bon, battre Serena Williams chez elle. Est-ce que s'il y avait un seul moment à retenir de ces 10 dernières années, ce serait celui-là?
Ouais, surtout que je l'avais déjà battue à Dubaï la même année. Donc déjà, j'avais débloqué le compteur. Je m'étais dit, mais je peux faire des grandes choses dans le tennis. Mais là, le fait que ça se passe... voilà, cette histoire elle est très spéciale. Mais le fait que ça se passe à Wimbledon, sur le central, pour me qualifier pour mon premier huitième. Et là, pour le coup, ma grand-mère était décédée seulement quelques jours avant le match. Et on l'avait enterrée la veille. Donc j'avais fait l'aller-retour à Nice entre mon deuxième et mon troisième tour. Donc en fait, la veille de ce match, j'ai passé mon temps dans l'avion et au cimetière pour pouvoir enterrer ma grand-mère. Donc j'étais pas du tout prête à jouer ce match-là. Mais quand on parle de lâcher prise finalement et on parle de hiérarchie de chagrin, ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que là, la douleur de perdre ma grand-mère était tellement forte que le fait d'être sur le terrain, c'était que du bonus et ça m'a fait faire ça. Alors, il se passe des choses aussi un petit peu plus tard, si vous voulez bien appuyer. D'autres réjouissances. C'est assez récent, ça. Hein. Eh oui, c'est 2019. Bisous, les filles. Eh oui, c'est Caroline Garcia, c'est Kristina Mladenovic, c'est Pauline Parmentier, Julien Bento. La Fed Cup face à l'Australie. Julien est capitaine alors de l'équipe. Vous dites que c'est un de vos plus beaux souvenirs. Ce collectif, dans une discipline quand même si individuelle qu'est le tennis, où vous êtes toujours aux quatre coins du monde, ça génère quoi de différent ? Ah, c'était une sacrée année parce qu'on n'était pas très bien partis. On était partis sur des mauvaises bases. Au tout début, il y avait un gros problème de cohésion de groupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été vraiment un combat pour faire vivre ce groupe toute cette année-là. Et en fait, on s'est toutes tournées vers le même objectif qui était de ramener la coupe. Et le fait d'y arriver tout ensemble, en faisant l'effort, en se soutenant, parfois en se détestant, mais Julien qui a été vraiment le lien de cette équipe et qui a permis qu'on reste toutes soudées, en fait, c'était une sensation incroyable parce que une victoire, elle n'est jamais aussi belle que quand on a franchi des obstacles avant. Et là, il y en avait eu des obstacles. Et je me souviendrai toute ma vie de cette victoire. Et en plus, on a très peu finalement de victoires en équipe, nous, dans le tennis. C'est des victoires individuelles qu'on partage avec notre staff, mais ce genre d'émotion, c'est vraiment unique. Et maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de recréer l'exploit. Alors, Alizé, on va vous inviter, en attendant la Fed Cup, à vous déplacer tranquillement vers la bibliothèque. Mais oui, et nous aussi, on était très bien à vous écouter. C'est très agréable. J'avais envie de vous interroger sur deux petites choses. Vous allez voir une très anecdotique dans un petit instant, mais il y a aussi une vraie fierté chez vous d'avoir fait modifier le règlement de l'US Open pour que les joueuses aient le droit de se changer sur le court si elles le veulent. Il faut dire que les garçons, eux, ils ont le droit d'être torse nu. Vous avez pris un avertissement en 2018 pour avoir remis votre t-shirt à l'endroit. Ah ouais, tout à fait. Alors, j'étais pas du tout consciente de l'effet boule de neige que ça allait avoir, parce que vraiment, ça a été un énorme scandale, entre guillemets, aux États-Unis. Eux qui sont très sensibles sur le sujet du sexisme et tout ça. Et du coup, oui, en fait, je me suis même pas changée de t-shirt. J'avais mis mon t-shirt à l'envers. Je me suis retournée. On peut voir les images. C'est presque risible, en fait, ce qui se passe, parce que je me retourne vers la bâche, je l'enlève 2 secondes pour le remettre à l'endroit. Et là, je prends pas un point de pénalité, mais je prends un avertissement pour conduite antisportive. C'était quand même incroyable. Bon, il faisait tellement chaud qu'à ce moment-là, je suis pas très, très lucide sur ce qui se passe. Mais après le match, par contre, ça a vraiment eu un retentissement auquel je m'attendais pas. Vous avez quand même accessoirement contribué à faire changer le règlement de l'US Open. J'en suis très fière. Malgré moi un peu, hein. C'était pas du tout mon objectif à la base. Mais il faut enfin que les choses avancent et qu'on arrête d'être choqués par le corps des femmes. C'est quand même incroyable d'en arriver là. On est dans une période MeToo, évidemment, on parle énormément de ça, justement, le sexisme, les internautes, parfois les parieurs, etc., sur les réseaux, les commentaires reçus. Parfois, ça a été compliqué pour vous. Beaucoup d'agressivité, de violence. Oui, ça a été compliqué au début, surtout à la période où je me posais beaucoup de questions sur mon avenir, sur ma légitimité dans le tennis. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'estime de moi. Je me trouvais pas bonne dans ce que je faisais. J'avais beaucoup identifié ce que j'étais avec ce que je faisais. Donc en fait, quand je perdais un match de tennis, j'étais nulle, j'étais une mauvaise personne. Et c'est vrai qu'en plus de ça, quand on reçoit des commentaires haineux, quand parfois les médias sont pas forcément tendres avec nous, même si j'ai une relation assez... Apaisée. Oui, complètement assez apaisée avec les médias et les journalistes en règle générale, parce que je leur ai toujours parlé à cœur ouvert, donc je pense qu'ils m'ont un peu épargnée. Mais par contre, la haine des réseaux sociaux, c'est dur de passer à travers. Et maintenant, je suis complètement
au-delà de ça, je suis blindée et limite, ces gens-là me font un peu de peine. Alizée, on a une bibliothèque qui est bien garnie. Vous avez sans doute Je vois repéré. des choses qui m'appellent là, j'ai besoin là. J'ai besoin, je peux. Ne résistez pas à la tentation. Ah Ils sont oui. là pour vous, bien sûr, vos disques de prédilection, vos DVD. Ah là là, non mais là, le Seigneur des Anneaux, vous me faites tellement plaisir. Alors, le Seigneur des Anneaux, je sais qu'il y a une Oh histoire là avec là le là Seigneur des Anneaux. On va y venir. Mais en musique, vous avez aussi des goûts, d'ailleurs, assez éclectiques. Enfin, plutôt rock. Hein. Rock, Vianney, Vianney. Muse. Qu'est-ce que vous allez nous proposer à l'écoute? C'est vous qui êtes aux commandes. Ah, j'hésite. Alors, installez-vous Parce sur le que- petit tabouret, vous serez plus confortable. Et... Ah, mais je dois le mettre dessus. Mon Dieu, je me suis jamais servi d'un. Ça s'appelle comment, un 33 tours? Alors oui, c'est à 33 tours, une platine. J'ai envie de faire un. Oh là là, j'aime tellement Vianney, j'ai envie de lui faire un. Bon, alors, je suis une archi fan de Ben Mazué. Mais vraiment, bah, d'ailleurs, ça a été mon artiste Spotify, donc voilà. Mais quand même, mon petit Vianney, c'est mon chouchou, c'est tellement une belle personne. Alors, écoutons Vianney, ça fait toujours voilà. plaisir, Vianney. On Ouais. aime. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre de Vianney? Alors, je sais que vous avez un petit fait pour moi, aimez-toi, mais peut-être pas seulement. En tout cas, vous êtes camarades. Hein. Oui, on joue au tennis ensemble, on s'appelle, oui, non mais on joue au paddle ensemble. Alors, à gauche, un petit bouton sur la platine que vous allez pousser un peu plus à gauche. Je sais pas si c'est bonne pioche, mais tout fonctionne avec Dumbo, c'est Vianney. très bon. Oui, exactement. Non, mais j'aime bien, c'est des textes simples. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours gentil, il a des super valeurs. Puis voilà, c'est chill. J'aime bien. Jamais, non, jamais si bien qu'avec le cœur. Oh, ça fait plaisir. On passe nos vies à compter tout ce que Alors, l'on vous êtes bien a. parti parce que si vous vous retournez un demi-tour vers la gauche, vous allez dans l'angle du canapé. Alors, il y a Vianney, effectivement. Et puis, encore 2 pas à gauche. Et là, vous allez trouver un bouquet de fleurs, ainsi qu'un paquet Oui, qui vous est j'ai vu destiné. tout à l'heure. C'est vrai? Alors, je vais Oula, c'est lourd. Vous pouvez C'est l'ouvrir. une encyclopédie? Pas loin. Ne croyez pas si bien dire. Donc en plus, là, en aparté, on a des cadeaux. C'est comme ça que ça se passe. Oh, je suis curieuse. Qu'est-ce donc? Vous voyez, vous parlez d'encyclopédie. Je Mon ne peux Dieu, pas vous contrarier. Non, mais je vais vraiment partir avec... Oh, malheur. Je vais me mettre à pleurer. C'est vraiment la Bible, c'est le territoire des Seigneurs des Anneaux, Vous pouvez du pas Seigneur savoir des à quel Anneaux, point ça me rend heureuse. la terre du milieu. Merci beaucoup. Donc voilà, je le montre quand même. Donc ça doit être toutes les anecdotes et tous les les secrets croquis de production, préparatoires, les images des films, les photos de tournage, les entretiens. Enfin bref, c'est pour les puristes, hein, donc c'est pour vous. Non, mais il faut quand même que je vous dise que j'ai vu les 3 films plus de 50 fois chacun. Ah oui. Donc là, c'est plus qu'une puriste. Je suis une possédée du Seigneur des Anneaux, quoi. Là, c'est... Merci beaucoup. Écoutez, on est ravis de vous faire plaisir. Vous voulez bien nous faire plaisir aussi? Bien sûr. Alors, un appareil photo se trouve dans la bibliothèque côté gauche, donc pas loin du comptoir. Bibliothèque avec au 2e étage un appareil Je photo. le vois, à côté de la photo avec Gilles Simon. Exactement. Ouais. Alors, petite pastille orange à même l'appareil. Est-ce que vous la voyez? Oui, Petit je la vois. autocollant. Voilà, vous Ouais. appuyez d'abord là-dessus, ça déclenche l'appareil en fait. Ensuite, vous prenez la petite télécommande mini, voilà, et vous retrouvez cette même pastille orange Mhm. qui, voilà, va vous permettre de faire le cliché. C'est bien, là. Ouais, très bien. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas marcher. Eh ben, parfait, Ah, c'est trop cool. impeccable. Merci. Je peux rester un peu plus longtemps? Merci Alizée. N'oubliez pas la terre du milieu, votre Bible Ouais. donc. Les fleurs sont pour vous. Elles sont c'est adorable. dans le vase. Vous pouvez les détacher, Mhm. enfin les prendre en main sans problème. Voilà, en plus, j'adore les roses, mais vous êtes tellement bien renseignés que ce ne sont pas des roses, ce sont des œillets. Oh, je viens de voir des œillets de Nice, évidemment, pour la niçoise. Merci beaucoup. Merci Alizée. La valse des Merci, jours, Nathalie. c'est votre livre aux éditions Flammarion. Et ce n'est que le premier, parce que le 2e est en cours. Alors, le 2e est déjà terminé. Je suis en train de travailler sur le 3e. Et normalement pour une publication début 2024. Eh ben, dites-moi, vous êtes prolifique, hein. Eh ben, parfait. Ben, vous reviendrez, donc il n'y a plus que ça. J'espère. Merci Alizée, c'était un plaisir en tout De cas de même. vous accueillir. À très bientôt, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir Alizée.
Oh, c'est pas facile de partir les mains aussi chargées. C'est dingue. En plus, il y avait tellement de choses que j'avais envie de voir dans la bibliothèque. Vous êtes bien renseignés, disons. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime